La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est mardi, c'est Café Philo. Donc c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici chaque mardi pour engendrer du sens et de l'importance. Et comme l'a si bien dit Emily Prophète, quand c'est mardi, c'est Café Philo. Ce soir, pour cette nouvelle édition de Café Philo, nous aurons l'occasion de discuter avec Mehdi Étienne Chalmers et Mélissa Béralus, écrivain, poète, auquel nous donnons carte blanche ce soir. Mais comme vous le savez déjà, vous connaissez le format de Café Philo. Juste avant de rentrer de plein pied dans le débat, je vais vous inviter à vous mettre debout pour saluer la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Et tout de suite après, nous enchaînons avec notre chanson fétiche, Hasta siempre comandante, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario
revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante. Il est de coutume à Café Philo d'inscrire l'audiovisuel dans le débat. Et pour rester fidèle à cette tradition, nous allons regarder un extrait du passage de Mehdi Etienne Chalmers dans l'émission animée autrefois par D'Angelo Nea et Les gens de lettres. Voilà, c'était Mehdi Etienne Chalmers dans Les gens de lettres, animé par D'Angelo Nea autrefois sur la télévision nationale d'Haïti. Et ce soir, nous donnons carte blanche à Mélissa Béralus et Mehdi Etienne Chalmers, poète, écrivain. Je vais lire rapidement des notices biographiques. Né en 1988, Mehdi Etienne Chalmers enseigne la philosophie et travaille comme libraire à Port-au-Prince. Il participe au comité de rédaction des revues Démembrées, 360 et Marginalia. En 2014, il publie son premier recueil, Jaillir est la solution. Il participe aux côtés de Lionel Trouillot, Chantal Quénol et Jean-Laurent Lérisson à l'anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours, publiée chez Actes Sud, texte rassemblé et traduit par les membres de l'atelier Jeudi soir. Voilà pour Mehdi Etienne Chalmers. Mélissa Béralus fête Port-au-Prince dans l'année 1995, lycée Mom Atelier Jeudi soir, écrivain Lionel Trouillot Animéa. Mélissa Béralus participait dans quelques projets collectifs, tant qu'au Anthologie Poète Atelier Jeudi soir en 2016, démembré dans Mémoire René Philoctète en 2015. À l'arrivée de la vie, ses premiers livres écrits. Je voudrais commencer par faire une provocation et je voudrais commencer par vous faire une question, je dirais un peu classique. Je crois que c'est Lionel Trouillot qui écrivait dans la préface de l'un de ses recueils. Il dit que c'est quand on commence à faire de la poésie que se pose à nous la question de savoir ce qu'elle est vraiment. Donc pour vous qui avez l'expérience de l'écriture poétique, pour vous qui êtes poète et écrivain, est-ce que vous êtes déjà posé cette question, à savoir qu'est-ce que c'est la poésie et comment la reconnaît-on? Comment se manifeste-t-elle? Je vous fais la question comme ça. Évidemment, je pense qu'à partir du moment où on écrit, on se pose cette question, surtout si la pratique est longue, si la pratique est
en rapport avec un désir de perfectionnement. Et on se pose la question en essayant d'aller voir les réponses qui ont existé et en essayant de découvrir le sens de sa propre démarche. Moi, je dois dire que déjà, ça me paraît évident que le besoin d'exprimer, de parler, de donner du sens, et un sens qui pèse, qui a une intensité particulière et quelque chose qui est pas propre au poète, qui est universel. Et il y a des moments d'intensité particulière dans la vie des gens où on n'a pas besoin d'être poète pour sentir qu'il faut que le mot soit juste. Que ce soit dans des moments de souffrance intense, d'amour, dans des moments de... La mort est évidente quand on doit parler de quelqu'un qui nous a quittés. Et ces moments-là montrent qu'il y a une parole qui est différente. Il y a une parole qui a un poids différent. Et on ressent ça aussi, évidemment, quand on lit de la poésie. Je pense qu'il y a une expérience commune probablement à tous ceux qui veulent écrire ou tous ceux qui ont écrit. C'est le désir de faire partie de ces porte-paroles, de ces gens qui portent la parole d'une manière singulière, de ces gens qui essaient de dire et qui nous ont touchés, et d'aller vers ce lieu où la parole est spéciale. Et en ce sens-là, effectivement, il faut écrire pour voir que ça peut échouer ou ça peut aboutir à un moment donné ou à un autre, que ce soit dans l'oreille du lecteur, que ce soit dans notre oreille interne. Et c'est comme ça, moi, qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une réponse définitive sur ce qu'est la poésie, déjà parce que les formes sont extrêmement variables et parce que c'est une expérience tellement intérieure que c'est difficile de la rendre dissible. Ouais. Mais qu'il y a des lieux, qu'il y a des directions où on sent qu'il y a une poésie qui est dans l'intensité, qui est dans la singularité, qui a le mérite de... Qu'est-ce qui fait cette singularité? Qu'est-ce qui différencie la poésie d'une parole d'un individu lambda? Le poétique, pas dans la parole d'un individu lambda ou dans la parole de l'écrivain qui est en train d'écrire. Quand il est là, je pense qu'on le sent, premièrement déjà au fait que l'information qui passe dans le texte ne se réduit pas à ce qui est écrit là. Déjà, on peut voir que ce qu'on sent, ce qu'on entend, la manière dont ce qui est dit, et ce qui est dit font un. Je n'aurais pas pu changer, puis tu m'as mal entendu, donc je dois reformuler. Le choix de celui qui dit ça à ce moment-là, la position des mots, le rythme particulier fait un avec le propos. Et ça, ce n'est pas le propos lambda. Si j'ai envie de dire que bon, je suis content d'être là à quelqu'un, si j'ai envie de remercier le public, je pourrais dire merci, je pourrais dire je suis content ou quoi que ce soit. Alors que dans le poème, mon sentiment et l'écoute que je veux avoir n'a qu'une seule manière d'exister. Je crois que ça, c'est la question de l'intensité. C'est peut-être la singularité, c'est un petit peu vaste et vague, mais dire que là, je sens quelque chose qui ne se réduit pas simplement au propos et qui a une profondeur autre, c'est peut-être un début de définition par rapport au champ très large de ce que peut couvrir la poésie. Donc la poésie serait un jeu de langage pour essayer de résumer ce que vous venez de dire. Est-ce que le poète, c'est quelqu'un qui expérimente toutes les facultés esthétiques du langage? Est-ce que le poète, c'est un joueur, si je peux dire ainsi? C'est quelqu'un qui joue avec le langage. Je ne crois pas que le poète soit simplement un joueur. Le poète joue parce que le ludique, parce que la joie, parce que le bonheur de manipuler fait partie du langage, et rien de ce qui est dans le langage n'est inconnu au poète, ou le poète ne peut pas rejeter quelque chose qui soit dans le langage, et le jeu est dans le langage. Ouais. Mais il y a des moments de sérieux ou des moments de présence au texte et à la vérité du texte qui ne sont pas tout à fait de l'ordre du jeu. Donc il y a l'expérimentation sur les formes, il y a la joie, il y a l'enfant dans le langage, et puis il y a aussi plein d'autres choses. Donc c'est vraiment, disons, l'engagement envers toutes les potentialités du langage. Et celles qui ne sont pas du jeu aussi, dont le jeu aussi, qui sont le propos du poète. Okay. Mélissa? Oui. Alors, l'honneur respect pour nous toutes. Merci à nous toutes qui te répondent présent soir. Invitation de dépasser pour Café Philo spécial, ça, qui c'est Jean-Ralph Remendil, et un Café Philo d'auteur.
Dans coup de présentation, on fait de moi tout à l'heure à Stéphane, on t'a précisé, moi-même avec Mehdi, nous faisons partie de l'atelier jeudi soir, l'écrivain Lionel Trouillot animé à lui-même, et son question que nous avons posée non de manière collective et individuelle à longueur de temps. Son question qui, exactement, qu'est-ce que la poésie? Si nous dit que nous avons une expérience collective qui s'est faite, qui s'est écrite, qui s'est entrée dans la littérature pour essayer de faire la coucher en bagaille, et bagaille ça nous choisit forme littéraire, ça qui c'est la poésie, il faut déjà se poser la question, c'est quoi la poésie? En parallèle à cette question, il y a deux mots qui reviennent inlassablement. Il y a premièrement le mot propos et deuxièmement, il y a la langue. Nous, Rémi Amusé nous dit, par exemple, littérature peut-être, et peut-être que tu seras d'accord, peut-être que tu ne seras pas d'accord, ou l'assistance, ou même Mehdi à côté de moi. Langue est important en pile parce que déjà pour définir bagala en tant que littérature, il y a des gens qui j'aime rappeler là, qui ne sont pas d'accord, il faut qu'il y ait ce travail fait sur la langue. Et je pense, moi, en tant que personne dans cette expérience de l'écriture, dans la recherche poétique, je pense que son travail, pour toute personne qui dirait faire de la poésie, c'est un travail de longue haleine pour chercher, faire un travail non seulement d'appropriation, mais esthétique. J'ai beaucoup apprécié le mot esthétique que tu as utilisé tout à l'heure sur la langue et deuxièmement le propos. Et c'est là que je rejoins mon camarade Mehdi. Maintenant, sur quoi je vais me baser pour dire que ça c'est de la poésie et pas ça? Je pose la question et moi je ne vais pas me risquer à répondre parce que pour moi tout peut être poésie. Pour moi tout est poétique. Déjà c'est une image, déjà c'est visuel, il faut voir la chose. Et après, comment ça va se traduire sur le papier, je pense que ça va dépendre des individualités. Ok. Je voudrais revenir encore à Mehdi. Il y a un passage dans Qu'est-ce que la littérature où Jean-Paul Sartre dit que le poète, c'est quelqu'un qui refuse d'utiliser le langage. Et je vois qu'il y a aussi ce souci d'hermétisme chez vous, Mehdi. Quand on lit, par exemple, Jair est la solution, il y a des tournures tellement difficiles. Par exemple, il y a des mots tellement difficiles. Vous avez utilisé tétrahydrocannabinol dans un de vos textes. Je me demande, est-on obligé d'être hermétique pour faire encore de la poésie au XXIe siècle? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme Georges Castra, on ne peut pas faire comme Prévert, on ne peut pas faire comme Jaime Sabines, un poète que j'adore beaucoup? Bon, déjà, on serait d'accord sur les poètes que tu viens de citer. Sabines, Castra et Prévert sont des poètes incomparables pour moi. Et déjà, ça serait, disons, un endroit où on pourrait aller se rencontrer sur la question de l'hermétisme comme voie possible, voie ponctuelle dans la création poétique. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est, disons, pour moi, essentiel, au sens où, disons, bon, la difficulté ou la rareté ou la préciosité du propos, des mots, de la matière soit essentielle au poème. Déjà, pour moi, le poème est un poème individuel. Donc, ce poème-là, avec son propos spécifique, peut demander quelque chose. Et ayant aimé Prévert de manière très intense, plus jeune, il y avait, chez moi, en fait, au début, quand j'écrivais, une méfiance vis-à-vis d'une langue difficile. Et il y a deux personnes qui m'ont fait vaincre cette méfiance. C'est Léo Ferré, qui pourtant a une poésie extrêmement simple, mais qui, dans son art poétique, dit au poète « Ne vous bloquez pas sur ce que vous utilisez de la langue. Ce n'est pas la matière qu'on utilise, il n'y a pas des poèmes qui ont des mots interdits, ce n'est pas la poésie. Le rapport du poète avec la langue n'est pas « ça c'est trop compliqué, ça c'est trop sonore, ça c'est ronflant, ça c'est, disons, rare ou bien dans un champ lexical qui n'est pas noble ». Il n'y a pas de mots que le poète ne puisse pas récupérer et utiliser à sa guise. Sur l'exemple de tétrahydrocannabinol, c'est un exemple extrême parce que c'est un mot scientifique, c'est un mot de chimiste et c'est tout simplement le THC qui est dans la marijuana. Ouais. Et pourquoi le dire? Pourquoi avoir cette distance pour ne pas dire THC, pour ne pas dire marijuana, pourquoi ne pas dire buzz, etc., ce qu'on veut? Simplement parce que le poids de la sonorité m'a plu à ce moment-là. Simplement parce que le rythme et parce que le jeu, justement, avec l'octosyllabe
et la quantité de syllabes dans tétrahydrocannabinol était amusant pour mon oreille. Et je pensais que je pouvais partager ça avec les poètes, avec les lecteurs. Et sur Sabiné, c'est Prévert, et quel que soit, en fait, ce sont des gens qui nient, en fait, et qui prouvent que Sartre a tort, parce que Sartre est grand, Sartre est génial, Sartre est un penseur irremplaçable jusqu'à aujourd'hui. Mais Sartre ne comprend pas la poésie, ça c'est évident. Sartre comprend très bien le théâtre, Sartre comprend bien le roman, mais Sartre ne comprend pas la poésie. Personne n'est parfait. Et de dire, par exemple, que quelqu'un comme Aragon ne voulait pas utiliser le langage quand il écrit La Rose et le Réséda, c'est absurde. De dire que, parce que pour moi c'est de la poésie... Est-ce qu'il ne voulait pas dire aussi que le poète entre dans un rapport, je dirais, particulier avec le langage? Le poète n'utilise pas le mot comme l'individu lambda l'utilise, mais qu'il est dans une réconfiguration sémantique. Est-ce qu'il ne voulait pas dire ça aussi? Oui, il veut probablement dire ça, mais là où il a tort, c'est que cette reconfiguration est une utilisation du langage. C'est-à-dire que, justement, ce qu'il veut faire, c'est avoir un effet. Il veut utiliser le langage comme un outil. Parce qu'il n'y a pas moyen d'être hors du langage, vraiment. Il n'y a pas un exolangage. On peut aller très loin et ne pas utiliser le langage. Il y a des poètes comme Dada, comme, bon, des gens diraient Mallarmé ou Perse pour l'hermétisme ou d'autres poètes, disaient que bon, là, c'est complètement dehors du champ de ce que je veux faire. Je ne veux pas toucher des gens, je veux juste être compliqué, je veux juste dire ce que je veux. En fait, je pense que c'est vrai dans une certaine limite, parce que quand je dis n'importe quoi, comme Dada, celui qui m'écoute entend n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est quelque chose. Ça a un sens. Je veux vous faire rire ou je veux vous faire croire que je suis un imbécile, je veux vous faire croire que la poésie ne sert à rien. Si je commence à dire des onomatopées et je dis c'est de la poésie, ça a un sens. Donc ça a une utilisation. Il n'y a pas de poète qui touche sans faire quelque chose. Et c'est là que quelqu'un qui est aussi profond que Sartre a été, pour un lecteur comme moi, en tout cas particulièrement énervant, parce que je crois que c'est une sorte de haine qui n'est pas si rare de la poésie. Et de la poésie du moderne particulièrement, mais ce que j'aurais voulu dire avant, et qui nie encore une fois ce que Sartre dit sur la poésie, je voulais parler de la musique, et je voulais parler de quelqu'un comme Mano Chalmain. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre poésie Aragon, poésie, par contre, Castra, justement, plus près de nous, poésie Phelps, avec ça, Mano Chalmain a fait, ça des l'autre mon a fait, les nous sentis vraiment jusqu'y boire pour pouvoir aller. Le écouton comme si bon yon ti lumière, ça n'a pas fait plus effet, ça n'a pas fait moins effet que les Mavli Michaud. Okay. On va revenir sur la question de la musique. C'est une question très intéressante, surtout avec la nomination de Bob Dylan comme prix Nobel. On va revenir sur je dirais, les nouveaux supports qu'il y a aussi dans la création artistique. Même envie de faire une question à Mélissa Béralus. Bien avant, Stéphane, sur cette même question, ça... Même ça, dit, même question ça, les tourner avec question précédente, là, sous qui ça qui poésie? Pour qui ça vous estimez pas là sous prétexte que l'état hermétique, même si c'est pas vraiment propos que me voulez qu'il y ait bien, ou t'as estimé que l'autre t'a pi pratique dans le 21e siècle là qu'une poésie hermétique. Ça c'est une autre question que moi t'as posé. Si c'est où qui t'es intervenant. Pas dire pas poésie. On me dit comment peut-on faire de la poésie au 21e siècle après Prévert, après Sabinès, après Castra, et être aussi hermétique. Est-ce un retour à l'hermétisme l'hermétisme malarméen? Oui, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. En fait, ça me voulait dire, c'est pour revenir sur un texte que Mehdi avait partagé avec quelques amis, et c'est le texte d'Adorno, Minima Moralia. On partit dans le texte là, côté Adorno a expliqué. Pour l'écrivain, le plus important, c'est de dire ce que tu as à dire. Le texte réussit pour lui, c'est à partir du moment où l'auteur arrive à dire ce qu'il a à dire. Donc pour lui, le lecteur, il vient vraiment en second plan et ça rentre dans le processus de création poétique, tu vois. C'est une vision parmi d'autres. Je suis d'accord, c'est une vision parmi d'autres, mais elle se tient quand même. Est-ce que je n'ai pas accepté qu'à l'arrivée la vie publiée sous version ça, si moi-même, je ne pas entendre moi ensemble avec lui? C'est vraiment dans la cuisine de la chose. C'est parce qu'à ce moment, je me suis entendue avec cette version et je me suis dit, OK, celle-là, c'est la bonne, je publie. OK, une question pour vous. Oui, Mélissa, à l'arrivée la vie, ou écrit poésie, ou écrit en créole. Bon, Chalmain s'écrit en créole d'où.
Et m'a posé une question, est-ce que la poésie a son genre majeur? Permettez-moi et si jeu de mots ça. Est-ce que, ou du moins, la poésie a son genre de transition pour nous? Parce que me font constat, et dans la littérature haïtienne, surtout dans l'époque contemporaine, un pile écrivain commençait dans la poésie pour traverser dans le genre marchand, en l'occurrence le roman. Et si je prends Mackenzie Orsel, si je prends Marvin Victor, si je prends Léon n'a pas encore fait de roman. Donc, on dirait que la poésie, c'est la porte d'entrée vers la création littéraire. Tout le monde commençait par faire de la poésie et puis traverser dans le roman. Est-ce que pour nous, poésie, on a prêté là dans le même genre Castral, arrêté le fait poésie, ou du moins, est-ce qu'on a fait à la fois poésie et roman? Pour moi, poésie, mis à part le fait que son genre littéraire parmi tant d'autres, si on recherche ou fait ou sous langue, et pour moi, on est capable de faire poésie, même si c'est roman, on faire, même si c'est nouvelle, quel que soit l'autre genre littéraire qu'on doit utiliser, on pense qu'on est capable toujours arriver à faire poésie là-dedans. Excusez-moi, je ne parle pas de la poésie qu'il y a dans un roman, je ne parle pas de la dimension poétique chez Gary Victor ou chez Philoctète dans Le Peuple des Termelés. Je parle de la poésie telle qu'elle est publiée là. Dans un texte, on voit que c'est écrit poésie, ou du moins c'est prose poétique. À l'arrivée, la vie n'est pas un recueil de poèmes. C'est une prose poétique. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Oui, okay, c'est une nouvelle. Oui. Donc, par exemple, ce texte-là. Ça, c'est un recueil de poèmes, oui. Oui. Est-ce que vous allez faire de la poésie non, mais question continuellement ou vous comptez faire un petit détour chez les romans? J'ai une position radicale par rapport à ta question et par rapport au fait que tu dises tu ne parles pas du texte et voilà, tu ne parles pas de la poésie d'un tel auteur ou du poétique d'un tel auteur, mais tu parles du recueil de poèmes, de la forme poétique. Premièrement, pour dire sur ce qui est radical, j'ai une conception assez impérialiste de ce que c'est que le poétique. L'œuvre littéraire est poésie, point. Après, pour moi, ce sont des genres de poésie. Ça, d'accord. Ce sont des genres de poésie. Bon, il y a un poème que tu décides de faire avec majoritairement du dialogue et tu le mets sur scène, tu l'appelles théâtre. Ça, c'est ton affaire. Tu as... Oui, mais c'est ce qu'on dit. Et après, la littérature en général, c'est utile d'avoir des catégories comme ça, c'est pratique. Mais justement, en parlant au XXIe siècle, comme tu disais, après le foisonnement, l'explosion qu'il y a eu de la forme, qu'il y a eu du carcan du vers, pour prendre simplement l'espace francophone, ou simplement la découverte de la variété de ce qui était poétique en termes de production de différents espaces culturels, certaines cultures où il n'y a que de la prose, en fait, avec des retours, il n'y a pas de rime dans la poésie classique latine, il n'y a pas ça, il y a simplement une rythmique particulière. Pour moi, je ne vois pas, quand je lis l'Iliade, par exemple, qui est versifiée, ou quand je lis l'Odyssée, donc c'est aussi intense, et je suis aussi intéressé par l'histoire, par la narration, que n'importe quel roman. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conception esthétique, qui fait que ce n'est pas tellement important. Par contre, lorsque tu dis qu'il y a une question marchande, et c'est vrai, il y a un genre qui est majoritaire, qui est dominant, qui donne de la visibilité. Ça peut être aussi un peu plus noble. On peut vouloir s'essayer à ce genre où on est reconnu, parce que la reconnaissance, c'est quand même un test de ce qu'on fait, l'effet sur les lecteurs, même si, bon, il y a la vente, il y a la maison d'édition, il y a une machine qui peut propulser les gens, mais on est quand même en face du public. Et on ne peut pas être tout seul avec soi pour savoir ce qu'on vaut. Donc, malgré la corruption, le parasitage que l'industrie fait, on a envie de savoir ce qu'on peut réaliser. Donc, il y a cette question-là qui est un peu plus noble que simplement vendre, avoir de l'argent, exister, même si bon, les gens ont besoin de vivre et puis on ne va pas cracher sur eux parce qu'ils ont choisi de faire des choses qui marchent. Mais moi, je pense que la plupart des écrivains, et je suis peut-être optimiste ou naïf, ne vont pas vers le roman ou vers le théâtre ou quoi que ce soit qui marche parce qu'ils sentent que c'est comme ça qu'ils vont vivre ou exister ou être vus. Je pense qu'ils ont un projet. Je pense qu'ils ont un projet, qu'ils sont des lecteurs et qu'ils sentent qu'ils voudraient pouvoir écrire quelque chose et que le roman pourrait convenir à un moment donné à ça. Je pense que le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui s'essayent à la poésie d'abord et puis qui ensuite... Pour une raison que j'estime être fausse, c'est peut-être qu'ils estiment que le roman est plus difficile, donc ils prennent leur temps.
et je pense que c'est vraiment une fausseté si c'est ça la question, que la poésie serait plus facile que le roman. Mais c'est un processus complètement différent, ça c'est évident. Et donc les gens vont vers des projets d'écriture. Et s'ils aboutissent au roman, c'est comme ça. Et il y a des poètes qui s'essayent au roman, il y en a toujours eu, qui ratent. Michel Deguy, qui est un poète français, a essayé des romans. Pour moi, personnellement, ils sont illisibles, ils sont mauvais, ils ne sont pas passionnants. Il y a Aragon, qui est l'autre cas extrême, qui pour moi est un aussi grand romancier qu'il est poète. Et qui a vraiment décidé qu'il voulait écrire un roman. Donc moi, je donne le bénéfice du doute, même si, disons, la pratique est un petit peu intrigante, qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent d'abord la poésie puis le roman. Je pense qu'on peut donner le bénéfice du doute aux artistes et dire qu'ils veulent simplement écrire des choses de différentes manières. Donc vous pensez que ce sont des projets désintéressés? Il y a les questions d'individualité. Non, j'ai dit qu'on peut leur donner le bénéfice du doute sur leur désintéressement en tant qu'artiste. Après, il faut voir au cas par cas. Dis-moi si son bail entre mecs, dites-moi. OK. Et il y a la question d'individualité aussi qu'on a tendance à oublier. C'est aussi un choix, Stéphane. L'écrivain peut choisir après un essai, je ne sais pas, un essai avec un recueil de poèmes, de se tourner vers tous les autres genres. Il y a tellement de possibilités avec la littérature. Il y a aujourd'hui des livres qui sont inclassables. C'est aussi ce qui m'est arrivé avec l'arrivée de la vie. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle? Même si moi, je définis mon texte comme une nouvelle. Est-ce que c'est un recueil de poèmes? Il y a des textes qui sont inclassables. Et il y a tellement de possibilités que toi, en tant qu'individu qui te dit auteur, tu dis, moi, je veux m'essayer à ça, je veux m'essayer à ça. Il y a la question des gens qui commencent par la poésie et qui après se tournent vers le roman. Je ne vais pas forcément dire que c'est une question commerciale. Il y a la question de l'instant. Je n'ai pas dit non plus. Je cherche des réponses. Je questionne, je ne l'ai pas dit. On va trouver la personne qui a dit. Je vous ai fait cette question. On va trouver la personne qui a dit. Je vous ai fait cette question, c'est par rapport à un cri Lola, par exemple, de Bonnel-Auguste. En fait, Bonnel-Auguste n'avait pas l'intention de faire un roman. Il voulait faire un petit récit et 1000 ou 2000, je ne sais pas combien de mots. Et quand il l'a envoyé à l'éditeur, l'éditeur a dit que c'est un roman. C'est un roman parce que c'est le genre marchand. Oui, mais je ne suis pas forcément d'accord que ce soit parce que c'est le genre marchand. Il y a le travail que font aussi les maisons d'édition après. Ta maison d'édition, c'est un commerce. Il faut que la maison d'édition fasse de l'argent. Il faut le faire comme son business. Là, dit, OK, ça, l'offre une fois les manuscrits, les films dit, OK, il entre dans la ligne éditoriale, il faut que l'y vende. Il faut qu'on comment on faire couverture pour l'y vendre. Mais ta maison d'édition, elle a des catégories. Si je ne suis pas capable de classer, je vais présenter le bail public pour le public l'acheter parce que moi, il me faut me faire comme. Et l'auteur, il a beau être gentil et tout beau à côté de moi, il parler du bon français, comme dirait René Despestre, mais il faut le manger tout. Parce que c'est un travail aussi. Eh bien, ça, il faut qu'il classe. Et il y a des fois, ce sont les maisons d'édition qui le font pour toi. Quand toi, tu écris ton texte et qu'après, qu'ils disent, eh bien, ça, c'est un roman. Ils vous proposent le titre. Oui, qui vous propose plein de choses, des corrections, etc. Et qui, après, vont dire, eh bien, ça, vous connaissez dans telle collection, dans la maison d'édition, pour me classer. Il y a ces facteurs aussi qui interviennent dans la vie de l'œuvre, dans la création de l'œuvre. Je vais revenir à la provocation. Qu'est-ce que ça vous fait de rivaliser Dieu? Qu'est-ce que ça vous fait d'être des créateurs? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est peut-être effectivement la seule manière pour moi de créer. Mélissa, non. Moi, je n'ai pas le choix, effectivement, mais est-ce que... Bon, si tu peux vouloir ou pas. Non, il y a d'autres manières pour les hommes de créer, je voulais dire, qui sont très belles aussi, que la littérature, les relations, tout ce que... J'estime que s'il y avait un Dieu, nous serions co-créateurs. Co-créateurs de son œuvre. Évidemment, parce que... Quel prétentieux, hein? Non, parce que si dogme véridique et si Miguel libre arbitre, normalement, il va supposer à regarder ça m'a fait, il me supposé qu'à décider. Donc, en ce sens-là, un Dieu supportable serait un Dieu qui start machine et puis qui bon l'autre conduit. Une contradiction entre les termes, un Dieu supportable. Dieu est par nature insupportable. Oh. Bon, c'est le dictateur. Oui, non, c'est ce que je dis. Je dis simplement, si on essaie d'imaginer l'hypothèse d'un Dieu supportable, ce serait celui qui allume le moteur
et laisse quelqu'un d'autre conduire. Il fait, et après ça, ça tourne tout seul. Et qui ne serait pas là systématiquement intervenir. Et là, je veux dire que l'action humaine, à ce moment-là, serait une création perpétuelle. Et pour ce qui est de l'univers qu'on crée dans la littérature, évidemment, on a un pouvoir incroyable. On a un pouvoir incroyable, celui de, à la fois au niveau matériel, de faire vivre les mots, de faire vivre des images, de faire apparaître des choses qui n'ont pas été ou qui ne sont plus, des expériences qui sont parties, de les garder et de, en plus de les faire revivre dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc c'est un pouvoir immense. C'est un pouvoir qui talonne celui de l'expérience quotidienne que vous avez, les expériences les plus riches. Et le but, ce qu'on essaie de faire, c'est d'entrer en communication, en dialogue avec vos expériences, avec l'expérience de chacun et de se dire, là, monsieur Joinon-Jean, il résume, ça me fait vivre avec tel petit dame. Et puis il fait moins l'autre gens. Ou bien, par rapport à souffrance, mais souffrance que moi, il fait m'ouvrir jeu, et puis moi, vraiment comme si, bah, là, dans un sens particulier. Donc oui, en fait, on participe à une création antécédente et on veut être créateur aussi, surtout les romanciers qui font des choses qui sont proches du réel, qui nous donnent l'impression qu'on vit une histoire. Et il y a quelque chose d'exaltant à pouvoir annuler, effacer, reprendre, etc. Et je ne sais pas si c'est Dieu, mais j'imagine qu'il a pu être aussi content qu'on écrivait à la fin de la Genèse. Mélissa. Et on ne peut jamais suspendre parler de lui, on ne peut jamais suspendre remercier. Vraiment, si j'ai eu un coup de cœur pendant un petit crasse dans ma vie sous terre, c'est Marc Xavier. Marc Xavier dit que beaucoup de gens dans la vie me fait des expériences qui sont aussi intenses que l'homme pour un livre moi ouvrir ma pli. Et me trouve que c'est un bagage qui résume plus bien relation capable de gagner ensemble avec un livre. Et qu'on y a l'homme a parlé de processus de création, qu'on y a parlé de proposition. M'babral dit, m'babral élever à la hauteur de Dieu, même si lui aussi, grâce à Dieu, n'est pas parfait. Mais je ne fais que des propositions. Je fais des propositions parce que j'ai tellement d'autres propositions qui m'arrivent et que moi, mon rêve ultime serait que toutes ces propositions arrivent et fassent, voilà, la création. Et que toutes ces propositions se mettent ensemble et ce serait une création. Voilà. C'était Mehdi Étienne Chalmers qui a publié 2 recueils de poésie jusqu'à date. Jaillir est la solution et à partir du mensonge. Et Mélissa Béralus qui a publié À l'arrivée la vie. À l'arrivée la vie. Et on va prendre une petite pause musicale. Et gardons bonheur. Il est où le bonheur de Christophe Maé. Et on va revenir avec la série des questions. Nouvelle édition de Café Philo avec Mélissa, avec les écrivains, poètes Mélissa Béralus et Mehdi Étienne Chalmers. Nous allons aborder la partie la plus difficile, excusez-moi, à Café Philo, en l'occurrence la partie des questions-réponses et l'interaction entre le public et les intervenants. Pour la première série de questions, j'ai Evans Chéris Claire, D'Angelo Néard et Henri Robert Jean. Je recommande précision et concision aux personnes qui vont poser les questions. J'appelle Evans Chéris Claire pour la première question. Bien, bonsoir tout le monde. Et la première chose que je voulais dire, c'est qu'il est absolument difficile d'être écrivain dans un pays où il y a un taux d'analphabétisme aussi élevé. Parce qu'on court toujours le risque d'être discriminé par la communauté très minoritaire d'écrivains, et d'autant plus qu'on n'aura pas un lectorat assez élargi pour juger la valeur de notre œuvre. Bon, j'ai écouté avec attention Mélissa, aussi bien que Mehdi Chalmers, et je crois avoir quelques objections très pertinentes. Mélissa a dit que toute parole peut être poésie. Moi, je dis ce qu'on vient à cet énoncé parce que la poésie répond aussi à un principe d'identité. Si toute parole peut être poésie, donc il n'y a aucune parole que l'on peut instituer comme poésie. Il faut qu'il y ait une parole que l'on puisse appeler poétique, même si cette parole peut être diversifiée par certaines conventions philosophiques et littéraires. Donc, je voudrais que vous reveniez sur cet énoncé. Et par rapport à Mehdi, et je crois avoir aussi une certaine objection. Mehdi a posé la poésie comme un genre absolu et qui peut être appelé
et diversifié comme genre romanesque, et comme conte et comme nouvelle. Moi, je crois que la poésie peut être un intrus de ces genres et peut s'instituer en une forme pure que l'on appelle aussi poésie. Il y a une poésie qui s'appelle poésie, qui n'est pas conte, qui n'est pas roman, qui n'est pas nouvelle, et qui peut s'infiltrer dans un autre genre que l'on peut appeler roman, nouvelle et conte. D'accord? Dans l'exercice de création de valeurs poétiques, j'ose cette formule, nous sommes exposés à un danger. Lecteur et créateur et poète. Le poète peut surtout penser, et malheureusement il le pense souvent, que l'intentionnalité littéraire peut fonder le talent littéraire. Je pense que cette notion-là n'a pas été effleurée au cours du débat. Qu'est-ce qui se passe dans le processus de création quand le vouloir dire n'arrive pas à se constituer en vérité esthétique? Quand le poète, il rate son texte. On peut toujours se dire que le poète, il écrit pour lui-même, pour la musique intérieure, il est content avec lui-même, il n'est pas encombré avec lui-même. Il n'en demeure pas moins que le texte est mis sur papier, ce qui sous-entend que le texte n'est plus à lui, mais c'est un texte qui tombe dans le domaine public, dans le domaine du lecteur. Je pense que beaucoup de livres ont été ratés, des livres qui ont eu derrière eux la meilleure des intentionnalités esthétiques et littéraires. Du coup, ma question serait la suivante. Quand le poète se rend compte qu'il a raté son texte, le rendu n'a pas pu correspondre aux appétits esthétiques du lecteur, comment se sent-il ? Est-il encombré avec lui-même? Se sent-il dans cette nécessité de brûler le texte? Ou s'efforce-t-il à mobiliser du langage derrière le mauvais? J'appelle Henri Robert Jean pour la dernière question. Bonsoir. Le présenté modérateur comme un sociologue, mais moi, il était revêtu de casquette de métaphysicien. Il posait une question pour provoquer et deux intervenants, leur demandé est-ce qu'il a rivalisé avec Dieu. Alors, moi, je crois que en métaphysique, je présente Dieu comme la cause non causée. Il n'a pas de cause, il est sa propre cause. Alors que pour l'homme, je bien aimé le midi présenter l'itête comme co-créateur. Donc, il fait équilibre là, l'homme étant créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, donc il participe. Il continue, il prolonge l'œuvre de la création. Là, je crois que c'est parfait. Et Dieu crée à partir de rien. Le poète, lui, il crée à partir de quelque chose. Donc, il y a entre l'espace et le temps, le poète se situe et il y a une cause à son œuvre de création. Donc, je pense que Gombagaï, contrairement à ça, D'Angelo se dit là, Gombagaï qui motive l'œuvre poétique là. Poète là, tout ce qui est a une raison d'être. Donc, il y a des bagages qui mettent en mouvement. Hein? Tout ce qui est mu par un autre. Il y a une cause, il y a un principe qui commande l'œuvre. Je pense que ce n'est pas seulement beauté, forme qui entre dans la poésie, il y a des sentiments, et ça, on a vivre et ça, le fait, on vit avec là. Merci. Oui, la première question, donc j'essaie de prendre des notes des fois pour me souvenir. D'abord sur l'idée de l'écrivain, le milieu très petit le milieu littéraire très petit en Haïti et effectivement les auteurs se lisent quelque part. Les lecteurs sont des auteurs. Il n'y a pas une grande diversité dans le paysage éditorial. Tout ça fait que c'est très difficile d'exister dans un domaine particulier sans entrer en rapport avec des gens que tout le monde connaît. Et si on rencontre la mauvaise personne ou la personne qui ne nous aime pas ou je ne sais quoi, qui n'a pas les mêmes idées esthétiques, ça peut nous bloquer. Je pense que c'est une remarque tout à fait vraie parce que, sauf que les écrivains haïtiens ont trouvé la parade depuis assez longtemps et c'est une parade extrêmement difficile et énervante et elle coexiste avec un milieu éditorial qui est assez fragile, qui se solidifie de temps en temps, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, c'est l'auto-édition. L'auto-édition a un défaut majeur,
il n'y a pas un lecteur expérimenté, professionnel, avec une équipe de correcteurs derrière, qui sont en dialogue avec l'écrivain, disons, qui débutant, pour améliorer le projet. Et évidemment, ça fait que l'autre fragilité, c'est qu'il faut de l'argent pour imprimer, des amis, du support. Mais il y a des gens qui publient tous les jours et il y a des textes qui ont été faits en auto-édition qui sont extraordinaires dans l'histoire de la littérature haïtienne. De Pesque a publié en auto-édition, Castral a fait, beaucoup de gens qui sont de grands poètes l'ont fait. On fait juste circuler leurs poèmes ou leurs romans ou leurs nouvelles sur du papier entre amis. Donc, l'art résiste aux conditions difficiles. Donc ça, c'était pour une chose, pour donner espoir en tout cas, même s'il faudrait améliorer certaines choses. Et tu voulais... Oui, à la première question. Et sur l'autre partie de la première question, sur le fait que toute parole ne serait pas poésie, il faudrait encore poser la question de c'est quoi la poésie. Après, je veux bien avouer qu'il y a des normes établies par des conventions. Vous-même aviez utilisé tout à l'heure, monsieur qui aviez posé la première question, avait utilisé tout à l'heure le mot convention. Et oui, c'est vrai, il y a des conventions qui ont été établies à travers l'histoire et qui ont plus ou moins essayé de chercher une définition ou des caractéristiques communes à ce qui serait un texte poétique. Et oui, je veux bien reconnaître que ces normes, elles existent, mais parfois, il existe des textes qui vont au-delà de ces normes. Je rappelle qu'à une certaine époque, la poésie, c'était essentiellement un texte écrit en vers avec avec une espèce de mathématique, la rime, exactement, ouais, avec une forme très stricte. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de versifications qui se font et ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas de la poésie. Je rappelle que pour Breton, Prévert n'était pas poète. Et je rappelle que pour beaucoup aussi, Ferré n'était pas poète. Et pourtant, il faisait de la poésie. Et pourtant, on a la preuve aujourd'hui, Prévert, on continue de le lire, on continue d'apprendre ses poèmes et de le réciter par cœur. Je veux bien reconnaître que les normes sont là, elles ont été établies, elles existent et elles permettent de faire la décantation de ce qui survit, de ce qui doit. Je ne sais pas si le verbe devoir est le bon verbe pour parler de ce sujet. N'empêche, pour faire un travail de tri. Voilà, je suis d'accord que ces normes, elles existent. Mais après, dire que toute parole ne pourrait pas tendre à la poésie, je suis désolée. Est-ce qu'au début, dire « la terre est bleue comme une orange », si on prend cette phrase et qu'on l'enlève de son contexte, je suis désolée, ça revient à dire que ce n'est pas de la poésie. Okay. Et par rapport à la question de D'Angelo sur la cassure qui a entre les personnalités politiques et le rendu. Non, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire comment on vit le rendu, comment on mesure la qualité de ce qu'on a. Et au départ, sur le papier, on a deux choses. On est avec soi, on est avec son oreille, on est avec ses propres normes esthétiques d'écriture, et puis on est avec les auteurs qui nous portent, les auteurs qui nous guident, les phares, qui sont divers selon les personnes. Puis, on est avec des gens. Et c'est un problème, les gens, parce qu'ils pensent de manière très différente. Donc, personnellement, je ne suis pas très friand du jargon linguistique, d'intentionnalité ou des théoriciens de la littérature, de la génération de Genette et tout ça. Mais si on veut me dire que, par exemple, moi, ce que je pense, au final, les gens peuvent ne pas le comprendre ou ne pas l'accepter, oui, je suis d'accord. Évidemment, cette personne aussi, elle peut avoir tort. Donc, on est à peu près à un niveau équilibré. Si tout le monde, par contre, à un moment donné, me dit que je suis nul, et si tous les lecteurs, en plus les auteurs que j'admire, me disent « rentre chez toi, va travailler », alors là, oui, il faut l'accepter. Si quelqu'un ne peut pas entendre de la part de quelqu'un qu'il admire et qu'il respecte, notamment ce que tu fais ne marche pas, cette personne n'aboutira à rien. Mais en termes de... Est-ce que toutes les opinions se valent en termes de création littéraire? Non, absolument pas. Est-ce qu'il n'y a pas des lecteurs compétents pour prendre Umberto Eco? Il y a des lecteurs compétents. Et ça, c'est le problème de l'écrivain. Quand, s'il arrive et puis quelqu'un lui dit « ce que vous écrivez, mon enfant peut le faire ». Et puis, cette personne, c'est, je ne sais pas, c'est Castra ou Malamé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Non, rien. Rien du tout. Cette personne ne connaît pas la littérature. Et mon expérience de la littérature n'a rien à voir avec cette personne. Et pour revenir au principe d'identité, bien sûr que la poésie a un principe d'identité.
Je reste sur ce que je dis, c'est-à-dire que le poéin, l'acte créateur étymologiquement de la poésie, se généralise au roman, au théâtre, etc. Et la preuve, c'est que ce qu'on appelle poésie comprend ces choses au départ et que les gens se distinguent en autre chose, c'est-à-dire épique, tragique, etc. Et que ce qui est poétique comprend le théâtre notamment. Je crois qu'il y a une distinction entre la parole quotidienne et la parole poétique, que la parole quotidienne peut ponctuellement faire jaillir de la parole poétique dans l'humour, dans le trait, dans plein de choses, mais qu'il y a la poésie qui est l'acte de créer du langage qui frappe, qui est fort. Vous ajoutez quelque chose, Mélissa? Oui, oui. D'abord, il y a le processus de création, vraiment, tu es chez toi, ou je ne sais pas, l'endroit où tu crées, où tu es en train de pondre ton texte, et il y a le rapport que tu entretiens avec ce texte, avec ce projet. Et je reviens aussi à ce texte que j'avais cité plus tôt, ce texte d'Adorno, Minima Moralia, et vraiment tu es dans cette quête, est-ce que ce que tu essaies de dire, ça passe? Et là, tu t'entends avec ton texte du moment que ça passe. Après, cette femme que j'admire énormément, Émilie Prophète, qui dit toujours du moment que le texte, il est publié, c'est le lecteur qui finit d'écrire ton texte. C'est le lecteur qui finit d'écrire ton texte, et il y a après, au niveau de cette deuxième étape, 2 réactions possibles. Du fait que le texte est publié et que c'est le lecteur qui finit de l'écrire, les gens peuvent l'apprécier, les gens peuvent ne pas l'apprécier, et toi, en tant qu'auteur, ton travail est accompli, tu as produit le texte, il n'empêche que le texte, il existe. Et maintenant, la possibilité qu'a effleuré Mehdi tout à l'heure, que tous trouvent ton texte mauvais, les 3 réactions sont possibles, D'Angelo. Tu peux le brûler, déjà il faudrait que tu achètes tous les exemplaires pour le brûler. Tu peux être mal à l'aise avec toi-même. Mais je pense que être mal à l'aise avec soi-même et faire appel au langage pour faire quelque chose de mieux, je pense qu'on peut mettre ces 2 réponses dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que, en tant qu'auteur, ton travail ne se limite pas à une seule œuvre. Ton travail ne se limite pas à une seule œuvre. Et même Hugo a plein de déchets. Même Hugo a plein de textes. On se serait passé de quelques-uns des textes de Hugo, quand même. C'est pour dire que si tu es vraiment dans un processus de création, si tu te dis, je vais me servir de cette arme qu'est le langage pour faire quelque chose qui sera de l'ordre du rendu et qui peut-être que ça va rester, peut-être que ça ne va pas rester, c'est pas pour ça, pour autant que ce ne sera pas bon, mais que je veux m'améliorer, oui, tu le feras, tu iras chez toi. Les réactions peuvent diverger. Moi, membre de l'atelier Jeudi Soir, j'ai vu tellement de réactions de gens qui sont dans ce processus de création. J'ai vu des pleurs, j'ai vu des gens se mettre en colère, j'ai vu des gens râler, dire « mais non, vous n'avez pas compris mon texte » et tout, et tout. Les réactions sont tellement incroyables. Il y a toute une palette de réactions possibles, mais après, la décision est unique. Tous rentrent chez eux et tous retravaillent leur texte. Et pour finir, je veux juste faire cette petite blague. Même Garcia, quand même, on a refusé de publier des textes de Gabriel Garcia Marquez et après, qui se sont révélés de grands créateurs de Macondo. Hein. Voilà. Oui. Deuxième série de questions avec Webster Corneille, Wenson Delis et Eunice Eliazar. J'appelle Webster Corneille. Rapidement, bonsoir. Bon, je salue l'équipe de communication, soit les 3 que je connais. Alors moi, je voulais surtout réagir à propos de, par exemple, lorsque Mehdi a surtout intéressé de quoi que la littérature est poétique dans son essence. Et je voulais justement mobiliser un texte de Théodore Adorno, Note sur la littérature, qui croit que la littérature est un instrument de connaissance. Et aussi une poésie de Paul Éluard. Et la poésie doit avoir pour but la vérité pratique. C'est une poésie célèbre et on peut justement la situer au moment où Éluard était membre du Parti communiste français. Alors, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est que puisque vous avez mobilisé Paul Éluard, moi j'ai aussi le droit de bien le faire. Donc, c'est que, et par rapport à ce que Éluard a dit, ou par rapport pour se situer aux côtés de Adorno, c'est que nous croyons que la poésie, non pas seulement d'avoir un but essentiel, mais aussi d'avoir à porter une parole exigeante, une parole qui se conforme à la réalité, au statu quo, pour reprendre le mot à la mode. Alors, ce que j'aurais vous demander rapidement, c'est que, est-ce que vous croyez que par rapport
à certaines paroles que portent, moi je n'ai pas un procès contre certains poètes, ni certains romanciers, ils écrivent ce qu'ils écrivent, c'est leurs histoires, ils racontent ce qu'ils racontent. Mais est-ce que vous croyez que certaines paroles sont en mesure de porter les exigences sociales dans lesquelles nous existons actuellement et qui seront en mesure d'apporter, pas des solutions, mais des réponses à certaines questions plus ou moins importantes dans la société? Voilà, une question très simple qui se répondra à un coup. Bonsoir, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Ma question, c'est pour M. Chalmers. Je voulais savoir, est-ce que l'écrivain... Alors, je prends l'exemple que vous venez de prendre tout à l'heure, le mot que vous avez utilisé, dans le mot en chimie. Alors, est-ce que l'écrivain ou le poète écrit pour lui ou est-ce que le lecteur doit être édifié par l'écrit? Par exemple, si vous écrivez, est-ce que, je sais que parfois l'on écrit par besoin, l'on sent quelque chose, on doit écrire. Mais en écrivant, est-ce que l'on doit écrire pour soi-même, pour faire passer ses frustrations ou son envie, ou du moins c'est ce que l'on écrit pour faire comprendre quelque chose aux lecteurs qui vont lire votre texte ou quoi? Quelle est la finalité vraiment? Parce que si j'utilise un mot, mais le mot est bon pour moi, mais est-ce que ça va vraiment faire proie pour les gens qui vont lire? C'est ça. J'appelle Eunice Eliazar pour la dernière question. Je dis bonsoir. Si nous partons de l'idée platonicienne selon laquelle pour administrer la chose publique, la politique, celui-ci a proposé qu'on supprime la poésie. Parce que vous savez, la poésie, ça se base sur l'imagination. Et qui dit l'imagination, on voit les sentiments. Alors qu'il a proposé la prépondérance de la raison sur les sentiments. Alors, comment pensez-vous que la poésie peut poser sa pierre dans le changement pour aujourd'hui? Est-ce que la poésie, ça résume seulement à faire de belles phrases ou l'esthéticité seulement, ou est-ce que ça peut aussi apporter son mot? J'ai l'impression que cette question, sous 3 formes différentes, a été posée par les 3 personnes. Oui. Bon, c'est assez frappant que ce soit aussi intensément vécu et comme problématique. Sur la référence à Eluard, sur la poésie doit avoir pour but l'action pratique. C'est Valérie la ou vérité Éluard? Pratique. Non, sur la citation d'Eluard. Ouais. Ensuite, le poème, avant, il y a une dédicace qui dit « À mes amis exigeants ». C'est assez frappant. En fait, Éluard est dans une position très particulière où, en même temps, ce qui est la position du surréalisme et de beaucoup de poètes, en même temps, il y a un engagement humain tellement fort qu'il ne peut qu'aller vers l'action et le souci de l'humain et le souci de la société, du destin de l'humanité. En même temps, ce sont des gens qui écrivent, ce sont des gens qui sont des poètes, ce sont des gens qui ont besoin d'écrire, qui ont besoin avant tout de sentir cette chose qui se passe à la fois quand une pensée poétique se fait, quand elle est lue et quand elle est vue. Quand quelque chose est créé par la parole et quand quelqu'un l'entend et dit « Ah !» En fait, il y a une réaction physique quelque part. C'est la définition de Borges qui s'énerve pendant un moment où un Français est en train de l'interroger. Comment je reconnais la littérature? Il veut que Borges lui explique à tout prix c'est quoi le mécanisme en fait. Et Borges, qui est un Argentin malicieux et qui se moque des Français, qui sont complètement obsédés par le structuralisme à l'époque, dit « Je sens dans mon corps quand c'est beau ». Et c'est Borges qui dit ça, qui est bien plus malin que moi, bien plus malin que la plupart des gens, et bien plus malin que l'intervieweur, surtout à ce moment-là. L'écrivain est fragile par rapport aux exigences de celui qui écoute, de celui qui reçoit. L'écrivain est fragile dans sa propre réalité, où il est sollicité par la violence, par le mal, par la misère, et il doit agir et ne pas être simplement écrivain, au moins dire ce qui se passe. Et au final, tout ce qu'il peut faire, en dehors de ces engagements divers, où il peut être mauvais ou très bon, que ce soit comme tribun, politicien, entrepreneur, milliardaire, ça c'est autre chose, on s'en fout, c'est à côté de la littérature. Ce qu'il doit faire, c'est essayer de toucher cette personne dans son corps. Ça, c'est son premier travail. Après ça, est-ce qu'il le touche, est-ce qu'il le fait vibrer en parlant de la souffrance? C'est très bien, puisque nous sommes dans une situation où la souffrance est urgente, où elle doit être réglée. On en a assez
qu'elles soient encore là, qu'au moment où on est là ici au XXIe siècle, effectivement, avec tout ce qu'on a réalisé, on soit encore à supporter la faim dans un pays qui est extrêmement riche. Bon, même pour parler d'Haïti, je parle du premier monde, mais qu'il n'y ait pas de partage et qu'on soit brillant et qu'on soit une civilisation mondiale incomparable, beaucoup supérieure quelque part à tout ce qui est venu avant et qu'on ne puisse pas régler les choses fondamentales. Bien sûr qu'on doit le crier, il y a des cris qui doivent être faits, mais ces cris-là ne sont rien. L'écrivain ne fait rien s'il ne fait pas son travail, vous faire sentir. Donc, D'Angelo parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait, etc. Encore une fois, on ne peut rien faire qu'attendre la réaction positive de quelqu'un. On ne peut rien faire qu'attendre que quelqu'un vienne te dire, me dire à Mélissa, j'ai senti ça. J'ai été ému, j'ai été bouleversé, j'ai été touché. C'est ça qu'on veut. On veut dire quelque chose de fondamental et on veut qu'il soit entendu. Donc, vos soucis, qu'ils soient des soucis que je considère qui ne sont pas les miens, par exemple, je ne sais pas, vos chagrins d'amour, si j'étais strictement concerné par la Révolution, ou la Révolution, si j'étais un poète qui écrivait des poèmes d'amour, ce n'est pas mon problème, quelque part. L'humain est mon problème. Effectivement, on peut se rencontrer en tant qu'être humain sur des problèmes fondamentaux. Il se trouve que les problèmes de ma société m'interpellent. Et il se trouve que je ne peux pas faire autrement, et je pense que Mélissa non plus, que les mettre dans le texte. Mais si quelqu'un ne le fait pas et parle de vos histoires de cœur brisé qui font rire la plupart des gens, mais vous font trembler quand vous lisez ça chez quelqu'un qui écrit sur l'amour et seulement sur l'amour, ou quand Sabinès écrit sur le cancer, ou quand Sabinès écrit sur les prostituées, et que ça vous fait vibrer, là c'est absolument réussi et c'est plus fort que quelqu'un qui fait de la propagande en mauvaise poésie. Donc le sujet, c'est secondaire. La réussite du poème et vous toucher dans vos tripes, c'est ça la priorité. Il nous reste une minute. Et moi, je répondrai facilement à cette question. Jacques Oumet, dans la préface qu'il fait du livre critique des dialogues de Mélan de Magloire Saint-Aude, il dit cette petite phrase, même si je ne me souviens pas de la formule exacte: l'écrivain, celui qui fait de la littérature, c'est celui qui reflète le réel et qui apporte des corrections comme ferait le peintre sur le galbe d'un saint sur une peinture. Et bon, oui, on peut dire ça aussi. Et je reviens aussi avec cette proposition de Marc Xavier que j'adore et que je n'arrête pas de répéter, que je répète à tout le monde, que je répète à tout va. Il n'y a pas d'expérience aussi forte que l'expérience que tu fais quand tu prends un livre et que tu l'ouvres. Après, oui, comme le dit Mehdi, il y a des réalités qui te frappent plus de fait de proximité. Oui, je suis une femme et j'ai conscience qu'il n'y a pas eu de problème technique comme Mehdi parlait. Et c'est quand je me suis mise à parler qu'il y a un problème technique pour le taquiner. Mais quoi, misogyne? Il y a des problèmes que je sens beaucoup plus... comment je pourrais expliquer ça? Qui m'atteignent par un fait de proximité. Et ça, il faut l'avouer. Et oui, c'est aussi des problèmes qui ont trait à la société. Pourquoi est-ce que dans le texte de René Despestre que Stéphane vient de nous citer tout à l'heure, je ne viendrai pas ce soir. Oui, cette réalité-là, elle me touche, mais elle me touche parce que je suis soumise à cette proximité-là. Oui, les voix sont là, les voix sont faites pour refléter la réalité. Et non, je ne suis pas d'accord. Je pense que toutes les voix peuvent refléter la réalité, Stéphane. Après, est-ce que toutes les voix peuvent le faire à travers la littérature? Mehdi a déjà répondu. Voilà, c'était Mehdi Étienne Chalmers et Mélissa Béralus. Moi, je n'ai pas réagi sur la question de l'exigence de la poésie et de la réalité. Moi, j'aime particulièrement les poètes qui allient la finesse de l'expression à l'intelligence du propos, qui allient la réalité et aussi un certain dire poétique réussi. Et c'est pour cela que je vais terminer le café de ce soir en citant René Despestre. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de la citadelle des puissants. Je ne viendrai pas ce soir mirer mon fol espoir de ton cristal de jeune fille. Une étoile rouge est notre sœur à l'horizon. Quel sens donnerait-on à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour restait indifférent à l'appel sans écho de la souffrance humaine? René Despestre, je ne viendrai pas ce soir. Merci. On s'espère descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas
vivre ensemble, mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la toute bite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a passé. Ou dis-moi, prends-moi, prends-moi.